Ouais, petite anecdote. Il y a une année passée, on a fait danser quelqu'un sur une chanson de Bluey, puis aussi quelqu'un qui a fait la danse des canards à plusieurs reprises. Ben, depuis qu'on a fait notre vidéo, il y a eu pas un, mais 2 errata déjà, donc des changements dans le manuel des monstres. Qu'est-ce que tu dirais d'un VTT 3D? Ouf. Attends. J'ai peur de ce que tu vas m'annoncer. Vas-y. Cette semaine, on parle de JDR Extra, la quête d'héros, une aventure pour la cause, une quête pour les enfants. On parle également du projet Chichi et le hack de la semaine. Enfin, le hack de la semaine. Bienvenue dans notre podcast d'actualité rouliste. Je suis Flamme Beauregard, votre animatrice, et en ma compagnie, Ludo, à qui je vais poser comme question cette semaine déjà d'entrée de jeu. Pourquoi est-ce que la semaine dernière, on n'a pas couvert la semaine JDR Extra? Je sais pas. Je manquais d'infos, je pense. Mais toi, t'es allé chercher des infos? Ah oui, justement. Oh. Je suis allé chercher des infos auprès de l'organisatrice Alex. Et on a quelques informations justement sur l'événement. Donc, ça va s'appeler La quête des héros, une aventure pour la cause, une quête pour les enfants. Et ça va se passer du 17 au 23 mars. Sinon, en gros, moi, j'ai jamais participé vraiment à la semaine JDR Extra, j'ai déjà vu passer. Mais toi, Ludo, pourrais-tu nous décrire en grande ligne c'est quoi comme événement? En fait, c'est un événement qui ramasse des dons, puis c'est du monde qui joue à des jeux de rôle. Il y a un peu de n'importe quelle sorte de jeu de rôle. Et ça joue les soirs. Puis normalement, à la fin de semaine, c'est à peu près presque un 24 heures. Là, je sais plus ça ressemble à quoi, là, mais la fin de semaine, c'était intense. Là, malheureusement, c'est ça. Dans le fond, j'ai participé à toutes les années. Je vais participer cette année sûrement encore, mais je ne serai pas maître de jeu cette année. J'avais pas le temps. Fait que j'ai pas trop eu le temps de regarder non plus pour comment ça se passait là, au niveau de la fin de semaine. Puis tout ça. Là. Ben, ce que j'ai vu, c'était qu'il y avait 12 sessions de jeu offertes et un quiz D&D. Là, en effet, il y a une partie normalement par soir, à part le vendredi où est-ce qu'il y en a 2. Et il y a 6 parties pendant la fin de semaine, donc 4 le samedi. Ça coûte combien? Ça coûte 25$ pour s'inscrire, pour participer, pour jouer, qui est une des façons de participer. Tu as déjà mentionné une des manières de participer, qui serait de s'inscrire comme maître de jeu. Mais il y a une troisième façon de participer aussi. Ouais? Ouais, on peut aussi faire partie de l'auditoire, donc de regarder les parties via Twitch, ça dit quelque chose? Ouais, je connais. Et on peut même faire des dons à ce moment-là par Twitch, donc en regardant par Twitch. On a juste besoin de s'inscrire sur une page, puis il va y avoir un code QR où est-ce que les personnes vont pouvoir faire des dons pour influencer les parties. Ouais, petite anecdote. Il y a une année passée, on a fait danser quelqu'un sur une chanson de Bluey, puis aussi quelqu'un qui a fait la danse des canards à plusieurs reprises. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut leur faire faire. C'est un party. Donc c'est fait pour avoir du fun. OK. Puis c'est pour une bonne cause en plus, étant donné que tous les dons vont à Lucas en soutien aux familles avec un enfant atteint du cancer. Ouais. Toi, tu disais que tu allais probablement participer? Oui, ben je vais essayer de me trouver une partie là-dedans, là, s'il reste de la place. Il reste de la place? Ouais, ben si chez toi, je me dépêcherais, étant donné qu'il y a déjà plus de la moitié des places qui ont été prises au moment où est-ce qu'on enregistre le podcast. Sinon, ben vous pouvez toujours vous joindre aux 120 auditeurs qu'il y avait l'année dernière, environ 20 à 40 par session, et regarder les parties, et à ce moment-là, faire danser des gens sur de merveilleuses danses. Comme ça. Et j'ai dit 120, mais ça, c'est le nombre de personnes l'année dernière. Ça a l'air que cette année, ils vont faire de la publicité pour aller rejoindre un plus gros auditoire. C'est bon, ben, je pense qu'il y a un objectif de 5 000 cette année, quelque chose comme ça. 5 000 quand même, non, c'est bon. Donc, ça roule pour la cause du 17 au 23 mars, la semaine JDR Extra. Excellent. As-tu d'autres nouvelles pour nous?
J'ai une nouvelle, surtout pour toi, Ludo. Étant donné que tu m'avais dit, je vais attendre avant d'acheter les livres, je vais attendre avant d'acheter le manuel du monstre, le bestiaire monstrueux dont on a parlé. Tu voulais vraiment les copies physiques parce que tu les as déjà sur D&D Beyond. Ouais. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, étant donné qu'il a été annoncé qu'il y a un paquet avec les 3 manuels 2024 qui est disponible à partir de maintenant. Donc, on peut économiser 60$ américains en prenant les 3 livres de simultané. Ceci étant dit, si j'étais toi, peut-être que j'attendrais. Pourquoi? Tu sais comment on avait parlé qu'il y avait l'air d'avoir des erreurs ou des choses à changer dans le bestiaire? Ben, depuis qu'on a fait notre vidéo, il y a eu pas 1, mais 2 errata déjà, donc des changements dans le manuel des monstres. Des changements ont été faits sur D&D Beyond, mais pas sur les copies physiques. Donc peut-être que tu vas vouloir attendre des copies physiques qui sont un petit peu plus à jour avant d'acheter le bundle. Quoique, c'est pour toi, cette décision-là, mais si tu veux les copies... Les éditions avec l'autre couverture vont être disparues si j'attends trop. Je peux pas attendre, là. Mes éditions de collection, là. J'ai pas le choix, là. Écoute, t'as pas le choix, faut que t'achètes les 2. Puis que tu changes les pages. Tu prends la couverture puis tu le mets. Donc, j'ai regardé des podcasts là-dessus de comment faire des reliures. C'est incroyable. C'est super intéressant. Je te le conseille. OK. En parlant de fabriquer des choses soi-même, toi, Ludo, t'as l'air d'une personne qui aime ça, créer des maps pour tes podcasts. Et des fois, tu me dis là, comment t'aimerais projeter ou faire des effets visuels pour que ça soit le plus immersif possible. Je sais pas. Peut-être. Qu'est-ce que tu dirais d'un VTT 3D? Ouf. Attends. J'ai peur de ce que tu vas m'annoncer. Vas-y. Tu as peur de ce que je vais t'annoncer? Je sais pas si les gens à la maison étaient vraiment au courant, mais Donjon Dragon en partie en même temps que son édition, la réédition de 2024, avait comme projet, comme gros projet, de faire un VTT 3D sur lequel on peut jouer, qui s'appelle le projet Sigil. Ben, sans vraiment beaucoup d'annonces, le VTT est maintenant disponible pour toutes les personnes. Oui, D&D Beyond. Bon, ben, c'était super intéressant. On s'en reparle la prochaine fois. Ciao, là! Ça, fin rapidement à notre podcast cette semaine. On va aller voir ça. Oh, non. Non, Ludo. Non. OK, je vais être encore déçu, c'est ça que tu me dis? toujours déçu. Non, ben attends, on va parler de quoi s'attendre. Donc, toi, tu as au moins un abonnement maître, qui est $6 américains par mois. Donc, toutes les personnes qui ont le même deal que toi sur D&D Beyond peuvent avoir accès au VTT 3D. Puis là, c'est différent de Maps, qui est un VTT 2D qui est disponible. Qui marche à moitié, ouais. Qui marche à moitié? Ah oui, je l'ai essayé, puis je te confirme. Bon, ben, écoute, là, ils ont quelque chose en 3D puis qui fonctionne le quart, à peu près. OK. À chaque fois qu'on rajoute des dimensions, on perd un pourcentage de... Non, je suis peut-être un petit peu sévère. Premièrement, le VTT, je l'ai regardé. Ça a l'air sublime. Ça a l'air... C'est très fluide, l'utilisation, une fois qu'on est rentré. Les décors sont magnifiques. Comment on peut faire créer, justement, les cartes. Ça a l'air vraiment convivial. Donc, tout ça a l'air assez fluide. Puis, on peut importer ces personnages de D&D Beyond. Ceci étant dit, c'est pas encore prêt. Non. Non, c'est pas encore prêt. Il n'y a pas de miniature pour les tieflings. Il manque encore des mini pour des monstres. Puis, d'ailleurs, les mini... il y en a qui sont déjà faits, mais ceux des personnages joueurs ou des NPC peuvent être édités. Donc, il y a un éditeur de mini qui est intégré à l'intérieur. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais, comme je dis, il manque encore beaucoup dans cet éditeur de mini-là. Donc, quand ils n'ont pas les mini, tu as moyen d'utiliser des tokens avec une image.
Là, c'est beaucoup moins intéressant un token que quand t'as plein de choses en 3D puis soudainement t'as un token. Non, c'est sûr, ça n'a aucun lien. Il y a de la musique, il y a des sons, toutes sortes de sons, il y a des animations, tout ça est fantastique. Ceci étant dit, ça a l'air de prendre un bon ordinateur quand même. C'est pas quelque chose que tu peux prendre ton petit ordinateur de laptop qui date, qui est pas capable de runner grand-chose sauf Word. Ça vous prendra probablement une bonne machine pour pouvoir le rouler. Et même sur des bonnes machines, le temps de se rendre dans l'application, c'est long. Pour pouvoir jouer, ça prend au moins une personne qui a l'abonnement maître, qui peut héberger à ce moment-là des parties. Pour recevoir des personnes, ces personnes-là peuvent avoir un abonnement gratuit de D&D Beyond, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir accès va être beaucoup plus limité. Mais ils vont quand même pouvoir se joindre aux parties. Donc, ça prend une personne avec un abonnement maître pour, je crois, jusqu'à 15 personnes. De toute façon, qui veut jouer avec 15 personnes? Moi? Ouais, t'as fait ça? J'en doute même pas, t'as tout fait. Mais ça a l'air intéressant. J'ai hâte Écoute, j'ai très hâte de l'essayer pareil. Je vais voir ce que ça donne. C'est sûr que j'avais hâte d'essayer l'autre en 2D, puis c'était pas diable. On va faire un deal. Tu vas essayer le VTT 3D, puis tu vas en reparler lors d'un de nos prochains épisodes. C'est bon, ça. Ça me va. Ouais. Dans nos prochains épisodes, ça a l'air qu'on va varier les systèmes dont on va parler, Ludo. Ah, il faudrait, là. On a reçu un commentaire qui nous disait que. Il voulait savoir, dans le fond, Roll-moi ça voulait savoir si on allait parler d'autres systèmes que de juste Donjons Dragons. Et oui. Fait que je vais demander à Flamme d'aller chercher de l'information sur d'autres systèmes pour nous trouver un petit quelque chose pour la semaine prochaine. C'est vrai qu'il y a plusieurs nouvelles. On est vraiment dans une ère incroyable en termes de pouvoir essayer plusieurs systèmes. On pourrait passer l'épisode au complet à parler de tous les différents systèmes qui sortent en ce moment. Donc, il va quand même falloir décider ce sur quoi on veut faire l'actualité. C'est sûr que Donjons Dragons, étant donné le nombre de rôlistes qui y jouent, ça va continuer à constituer une bonne partie de nos nouvelles. Mais je suis prêt pour les défis. J'ai le goût de parler de d'autres systèmes. Ouais, ben surtout ceux qui vont sortir, là, vu qu'on va être un peu d'actualité. Fait que, ben, tu sais, il y en a une couple qui sont à veille de sortir, là. Et celui de Critical Role qu'on parle. Il y en a un autre Legend of the Mist que j'ai reçu le démo dernièrement. Fait que j'imagine que ça sorte, on pourra en parler aussi, là. Et sinon, Draw Steel de Matt Colville, MCDM, que ça a un jeu qui est plus stratégique à ce moment-là. Et puisqu'on parle beaucoup de Donjons Dragons sur ce podcast-là, oui, allons-y de l'avant avec le nouveau Uncharted Arcana. Sais-tu sur quoi ça porte cette fois-ci, Ludo? Je dirais un des meilleurs mondes de Donjons Dragons. Ah, donc tu parles d'Eberron? Ouais. J'aime beaucoup Eberron. Donc, il y a du matériel, justement, pour Eberron. Donc, ils ont refait un Uncharted Arcana, une nouvelle mise à jour pour tester un Artificer. Quelques petits changements. Justement, il y avait eu quelques features qui n'étaient pas très populaires, qu'ils ont changé. Mais ils ont aussi proposé une nouvelle sous-classe qui est le cartographe. OK. Qui est intéressant. Je dirais que ça s'éloigne un petit peu des styles plus agressifs qu'on est peut-être habitué. Ça amène vraiment beaucoup d'utilité à Artificer. C'est tout à propos du déplacement puis des téléportations et d'être capable de soutenir les membres de son équipe avec je crois des déplacements style téléportation en action bonus. Je pense qu'ils ont des micros ici ou des caméras là, parce qu'ils ont écouté ma dernière partie où c'est que j'avais mis un artificier qui était capable de se téléporter. Ah ouais? C'était quoi que t'avais fait, toi? C'était c'était l'ami des joueurs jusqu'à la fin, ils deviennent l'ennemi, là, dans le fond. Puis, c'est ça, il était capable de se téléporter, puis c'est pour ça qu'il était capable de les avoir, parce que, dans le fond, il se téléportait, il changeait de
personnalité, si on veut. Puis là, il devenait le méchant, puis quand il revenait, il sortait pas de tête, fait que là... Puis il est transporté d'à gauche puis à droite, mais il y avait déjà une famille, la famille Canit, qui était capable de faire ça avec en se téléportant. Là. Fait que, tu sais, ça avait un lien. Fait que, tu sais, ça a un lien, là. Tu parles d'une des grandes familles des barons à ce moment-là. Ouais, donc, pour les personnes qui sont un petit peu moins... Ben oui, il y a aussi... je pense que l'Eberron est très connu aussi pour les marques du dragon, les Dragon Marks. Donc, ben justement, ils ont donné des feats, des dons supplémentaires. Donc, ils en ont présenté plusieurs pour justement continuer à donner des habiletés aux Dragon Mark. Puis, tu sais, bon, ces Dragon Mark-là, c'est une idée vraiment géniale qui peut être utilisée à plusieurs sauces. Tu sais, dans Eberron, bon, c'est utilisé parce que quand ils ont des marques, ils ont créé des familles, puis ça a développé un côté, je dirais, plus économique, mettons, autour de la marque. Là. Mais, tu sais, ça fait très aussi, je dirais, X-Men, là. Tu sais, comme ceux-là qui ont des marques qui sont comme... qui font pas partie des bonnes familles, quoi que ce soit, sont un peu chassés, puis là, tu sais, t'as un peu comme des mutants et des ex-mutants, là, un peu, si ça peut te donner une idée de contexte, là. Fait que ça devient, c'est super intéressant comme... mais c'est fort. Fait que il faut, c'est à utiliser... C'est souvent interdit dans plusieurs parties. Je comprends bien, ils laissent pas aller prendre les variantes des espèces, des lignées, plutôt. Ils ont dû restreindre ça à Eberron. Je crois qu'ils ont restreint ça en utilisant justement des dons au lieu de faire des variantes sur les lignées. Donc, tu nous en donnerais des nouvelles aussi. Oui. Puis je pense que si ils ont rajouté quelque chose pour l'artificier qui était le armoreur, ils ont fait une armure, je pense, qui est comme un peu le Hulkbuster de Iron Man. Là. Oui, ça c'était dans le Uncharted Arcana précédent. Ok, fait qu'ils l'ont pas gardé. Oui, ils l'ont gardé, ça va faire partie. Ils ont juste proposé une nouvelle sous-classe qui est le cartographe. Puis je pense qu'ils ont rajouté des options, des options magiques, justement pour la construction d'items, pour les enchantements que l'Artificer dispose déjà. Ils ne sont pas revenus, donc ils n'ont pas proposé des changements pour ces sous-classes-là. J'imagine qu'ils ont été bien reçus pour le moment. Ben, il a toujours été très fort, l'artificier. Là, c'est très... Quand tu sais comment te débrouiller puis de faire tes combinaisons, c'est très intéressant pour les joueurs plus avancés. C'est un touche-à-tout. Tu sais, ça te permet de te sortir de plusieurs situations. T'aides beaucoup ta gang, puis tu peux modifier. Moi, j'aime ça, là, un peu one-man army. Là. Tu peux modifier un peu ton style selon l'aventure, selon les personnes, puis tout. Ta stat la plus importante, c'est l'intelligence. Surtout, je trouve ça génial. Parce que, tu sais, c'est ce que j'aimais des magiciens, mais les magiciens, je les aime pas. Fait que, on se le dit, là, les magiciens, je les aime pas. Fait que c'est ça. Fait que l'artificier, au moins, je trouve ça intéressant. Sa stat, c'est l'intelligence. Puis, il peut il peut se battre au combat, il peut faire de la magie. Il peut faire, en tout cas, il y a plein de tours dans son sac. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a du monde qui le joue à la Iron Man, des moi qui joue un peu à la Batman. Il y a du monde, tu sais, il y a plein de façons de jouer assez intéressant. Il y a vraiment plein de façons. Ouais. Il y a moyen de les reskiner pour que ce soit d'autres types de magiciens. Comme par exemple, tu fais que celui avec le Iron Defender, là, celui-là. Le pet, là. Tu fais c'est un golem, finalement. Tu sais, comme tout le Outlook, tu fais ça. L'alchimiste fait déjà un look très magique. L'artificer, tu peux faire que c'est celui qui porte l'artificier artillériste, tu peux faire que il y a une baguette spéciale au lieu d'un gun. Harry Potter, là. Il y a vraiment moyen de faire ça pour que de l'intégrer dans nos parties plus fantasy médiévales. Mais c'est vrai qu'il brille dans le monde d'Eberron. Donc, on devrait peut-être avoir un module qui sort éventuellement. T'as-tu un hack de la semaine pour cette semaine? Ah oui, justement, on parlait
différents systèmes, mais toutes sortes de systèmes ont différentes façons de gérer la mort dans les parties. Donc, avec Donjon Dragon, on a nos jets de sauvegarde et je vais être honnête, je pense que j'ai déjà posté sur les internets à ce sujet-là. Je suis pas la plus grande fan du système de sauvegarde dans Donjon Dragon. Et quand je regarde justement de d'autres côtés, de d'autres jeux, par exemple Daggerheart, je trouve que c'est tellement intéressant les idées qui ressortent. Quand le joueur tombe à 0 point de vie, il y a 3 choix. Premier choix, ton personnage survit, c'est sûr, mais il va revenir avec une lourde conséquence. Deuxième choix, tu risques à peu près 50-50. Est-ce que ton personnage se relève? Et est-ce qu'il se relève étant capable de se battre? Ou est-ce qu'il meurt de façon définitive? Donc, un jet pour déterminer qu'est-ce qui arrive. Un seul. OK. Oui. Et 3. Partir. Hein? Donc, laisser son personnage être certain qu'il meurt, mais de terminer avec dans un artifice de gloire, une mort à la Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Un moment épique pour ton personnage où est-ce qu'il peut prendre un dernier tour et tous ses jets sont en avantage. OK. Donc, c'est les trois choses qui peuvent se passer que le joueur décide quand son personnage arrive à 0 point de vie dans Daggerheart. Très filmique. Très filmique. Ben, ça va un petit peu avec le système aussi. Pour les parties de Donjon Dragon, j'ai essayé toutes sortes de règles et tout ça, mais ça venait alourdir un système qui peut déjà être lourd. Mais j'ai vu quelques trucs sur Internet que je trouvais intéressants, qui étaient des fixes rapides pour faire que les jets de sauvegarde étaient plus sévères. Donc, les joueurs n'ont pas l'occasion de tomber, se relever, tomber, se relever. Il y en a un qui n'est pas mon préféré, mais qui fonctionne bien, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe à 0 point de vie, à ce moment-là, le joueur prend un niveau d'épuisement. Ouais. Il y en a un autre que je trouve, ma foi, stressant, mais encore plus intéressant et tellement simple. Les jets ratés de sauvegarde, donc quand il y a un échec, ça ne se régénère pas quand le personnage se relève. OK. Ça se régénère seulement au repos. Au repos court si on veut être généreux, au repos long si on veut être doublement plus sévère. Un peu moins héroïque, dans le fond, quand il relève, là. Quand il revient sur ses 2 pattes. Oui. Ceci étant dit, si vous, peu importe ce que vous voulez faire, si vous voulez rajouter des règles avec les jets de sauvegarde, surtout à l'intérieur de Donjon Dragon, si vous voulez rendre ça plus sévère, vous devez quand même considérer que normalement le jeu a été fait et pensé avec le fait que les personnages peuvent se rendre à 0 point de vie régulièrement. Donc peut-être ce que vous voulez adopter, surtout si vous jouez encore avec 2014, c'est d'être un petit peu plus généreux envers la guérison. Donc justement que la guérison ait plus d'impact parce que là, tomber à 0 point de vie a vient avec une punition plus sévère. Dans l'édition 2024, ils ont augmenté des sorts de guérison tels Healing Word ou Cure Wounds. La semaine dernière, on vous a parlé d'un hack de la semaine où est-ce que les potions sont plus efficaces. Donc, si vous décidez de rendre vos règles de la mort plus mortelles, soyez un petit peu généreux avec vos joueurs quand même. Excellent hack, encore une fois. Écoute, on termine sans beauté, puis on se dit à la semaine prochaine. C'est bon? Un plaisir. Bye bye.